Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un chapitre absolument fondamental qui va nous permettre de comprendre la structure microscopique du système nerveux, l'organisation du tissu nerveux. Nous avons précédemment étudié l'organisation de la moelle épinière au niveau macroscopique et anatomique. Nous avons vu que le système nerveux cérébrospinal comprend l'encèphale et la moelle épinière qui sont des centres nerveux. De l'encèphale partent des nerfs crâniens et de la moelle épinière des nerfs rachidiens. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de ces structures? De quoi sont-elles constituées au niveau microscopique? C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. L'ensemble des cellules et de leurs annexes présentes dans les centres nerveux et dans les nerfs forment ce que nous appelons le tissu nerveux. Et ce tissu nerveux présente une organisation très particulière, très sophistiquée, que nous devons comprendre pour saisir le fonctionnement du système nerveux dans son ensemble. Notre cours sera structuré en trois grandes parties. Nous commencerons par l'étude microscopique d'un centre nerveux, en l'occurrence la moelle épinière, en observant séparément sa substance grise et sa substance blanche. Ensuite, nous analyserons l'organisation d'un nerf et nous découvrirons comment les fibres nerveuses sont structurées et protégées. Enfin, nous établirons la notion fondamentale de neurone, cette cellule extraordinaire qui constitue l'unité de base du système nerveux, en nous appuyant notamment sur la célèbre expérience de Waller réalisée en 1950. Prenez vos cahiers, soyez attentifs, car nous allons découvrir ensemble l'architecture microscopique du tissu nerveux, depuis les structures cellulaires jusqu'à l'organisation des fibres nerveuses. Partie 1. Étude d'un centre nerveux, la moelle épinière. Pour comprendre l'organisation du tissu nerveux, nous allons commencer par observer au microscope les deux composantes de la moelle épinière, la substance grise et la substance blanche. Chacune de ces substances possède une organisation propre qui reflète sa fonction. I.1. Observation microscopique de la substance grise. Regardez attentivement le document 1 qui représente une portion de la corne antérieure de la moelle épinière observée au microscope optique. Pour obtenir cette image, nous avons prélevé un fragment de substance grise fraîche que nous avons coloré avec différents colorants spécifiques. Pourquoi plusieurs colorants? Parce que chaque colorant met en évidence une structure particulière du tissu nerveux. Nous avons utilisé le bleu de méthylène qui colore spécifiquement les noyaux cellulaires, l'hématéinéosine qui met en évidence les corps de Nicelle et l'imprégnation argentique qui révèle les neurofibrilles. Ces techniques de coloration sont essentielles en histologie nerveuse car elles nous permettent de visualiser des structures qui seraient invisibles autrement. Qu'observons-nous sur cette préparation microscopique? Premièrement, nous distinguons de nombreuses fibres qui parcourent la substance grise dans tous les sens. Ces fibres, ce sont les prolongements des cellules nerveuses, les axones et les dendrites qui établissent des connexions entre les différents neurones. La substance grise apparaît donc comme un enchevêtrement dense de fibres nerveuses. Deuxièmement, nous remarquons des noyaux dispersés un peu partout dans la substance grise. Observez leur nombre, ils sont très nombreux. Ces noyaux appartiennent à des cellules particulières que nous appelons les cellules de la névroglie, ou plus simplement les cellules gliales. Sur le document 1, elles sont identifiées au numéro 1 sous le nom de cellules gliales. Qu'est-ce que la névroglie? C'est l'ensemble des cellules nourricières du tissu nerveux. Les cellules gliales ne participent pas directement à la transmission de l'information nerveuse, mais elles jouent des rôles absolument essentiels. Elles soutiennent structurellement les neurones, elles les nourrissent en leur apportant des nutriments et de l'oxygène, elles participent à l'élimination des déchets métaboliques, elles isolent les fibres nerveuses et elles jouent un rôle dans la défense immunitaire du système nerveux. Sans les cellules gliales, les neurones ne pourraient pas fonctionner. On estime que dans le cerveau humain, les cellules gliales sont 10 fois plus nombreuses que les neurones eux-mêmes. Troisièmement, et c'est l'élément le plus important, nous observons des structures volumineuses de forme étoilée ou polygonale. Ce sont les corps cellulaires des neurones, également appelés somas ou encore péricaryon. Sur le document 1, plusieurs éléments de ces corps cellulaires sont identifiés avec précision. Examinons en détail la structure d'un corps cellulaire visible sur le document 1. Au centre, nous distinguons le noyau, numéro 6 sur le document 1, généralement volumineux, sphérique, avec un nucléole bien visible. Ce noyau contient l'information génétique de la cellule nerveuse. Autour du noyau, dans le cytoplasme, numéro 7 sur le document 1, nous trouvons tous les organites classiques qu'une cellule ordinaire possède, des mitochondries, un appareil de Golgi, des ribosomes. Mais le corps cellulaire du neurone possède deux types de structures très caractéristiques qui le distinguent de toute autre cellule. La première structure caractéristique, ce sont les corps de Nissl, numéro 2 sur le document 1. Ces corps de Nissl apparaissent comme des amas granuleux dispersés dans le cytoplasme. Qu'est-ce que c'est exactement?
En réalité, les corps de Nisle sont un ergastoplasme très développé, c'est-à-dire un réticulum endoplasmique rugueux particulièrement abondant. Ils sont constitués de citernes empilées couvertes de ribosomes. Leur rôle est fondamental. Ils assurent une synthèse protéique intense. Les neurones ont besoin de produire énormément de protéines pour maintenir leurs prolongements qui peuvent être très longs, parfois plus d'1 mètre chez l'être humain. Les corps de Nisle sont donc le reflet de l'activité métabolique intense du neurone. La deuxième structure caractéristique, ce sont les neurofibrilles, numéro 3 sur le document 1. Ce sont des filaments très fins qui parcourent tout le cytoplasme du corps cellulaire et se prolongent dans les dendrites et l'axone. Ces neurofibrilles font partie du cytosquelette de la cellule nerveuse. Elles donnent aux neurones sa forme et sa rigidité et elles jouent un rôle important dans le transport des substances le long des prolongements nerveux. Regardez maintenant le péricaryon, numéro 5 sur le document 1, dans son ensemble. Le terme péricaryon désigne l'ensemble du corps cellulaire, c'est-à-dire le noyau entouré de son cytoplasme. Ce corps cellulaire émet des prolongements qui sont absolument caractéristiques des cellules nerveuses. Le soma possède des prolongements de 2 types très différents et il est absolument crucial de bien les distinguer. Les dendrites, numéro 3 sur le document 1, en haut, sont des prolongements courts, généralement multiples, qui se ramifient abondamment. Le terme dendrite vient du grec dendron qui signifie arbre, car ces prolongements se divisent en arborescences, comme les branches d'un arbre. Les dendrites sont souvent arborescentes, c'est-à-dire qu'elles présentent de nombreuses ramifications. Leur surface est souvent couverte de petites protubérances appelées épines dendritiques. Les dendrites reçoivent les informations en provenance d'autres neurones. Ce sont les structures réceptrices du neurone. Elles captent les messages nerveux et les acheminent vers le corps cellulaire. L'axone, numéro 9 sur le document 1 en bas, est un prolongement unique, beaucoup plus long que les dendrites, et qui ne se ramifie généralement qu'à son extrémité terminale. L'axone peut mesurer quelques millimètres seulement dans certains neurones, mais il peut atteindre 1 mètre ou plus dans d'autres cas, comme les neurones moteurs qui vont de la moelle épinière jusqu'aux muscles des pieds. L'axone naît du corps cellulaire au niveau d'une région légèrement renflée appelée le cône d'émergence. L'axone conduit l'influx nerveux depuis le corps cellulaire vers d'autres cellules, qu'il s'agisse d'autres neurones, de cellules musculaires ou de cellules glandulaires. C'est la structure émettrice du neurone. Observez également sur le document 1 les fibrilles numéro 8 qui parcourent le tissu nerveux. Ces fibrilles sont en réalité les axones et les dendrites des différents neurones, sectionnés dans différents plans de coupe. La substance grise apparaît donc au microscope comme un réseau extrêmement dense de fibres entrecroisées avec des corps cellulaires dispersés çà et là. Notez aussi la présence de la névroglie, numéro 10 sur le document 1, qui désigne l'ensemble des cellules gliales qui entourent et soutiennent les neurones dans la substance grise. Le péricaryon, numéro 4 sur le document 1, est donc cette région centrale du neurone qui contient le noyau et la majeure partie des organites cellulaires. C'est le centre métabolique du neurone, le lieu où se déroulent toutes les synthèses nécessaires au maintien de la cellule. En résumé, l'observation microscopique de la substance grise nous révèle de nombreuses fibres nerveuses, axones et dendrites, des cellules gliales nombreuses qui assurent le soutien et la nutrition, des corps cellulaires de neurones avec leurs caractéristiques spécifiques, noyaux volumineux, corps de Nisle, neurofibrilles et 2 types de prolongements, dendrites multiples et arborescentes, axones uniques et longs. I.2 Observation microscopique de la substance blanche. Passons maintenant à l'observation microscopique de la substance blanche. Que révèle le microscope ? La substance blanche est parcourue par de très nombreuses fibres nerveuses, bien plus nombreuses que dans la substance grise. Mais à la différence de la substance grise où les fibres sont enchevêtrées dans tous les sens, dans la substance blanche, les fibres sont organisées en faisceaux parallèles, toutes orientées dans la même direction. Cette organisation en faisceaux parallèles reflète la fonction de la substance blanche, conduire les informations nerveuses sur de longues distances. Mais l'observation la plus remarquable concerne la structure même de ces fibres. Regardez attentivement le document 2, qui présente 2 types de coupes d'une fibre nerveuse myélinisée, une coupe transversale, B, et une coupe longitudinale, C. Sur la coupe transversale B, nous distinguons plusieurs structures concentriques, comme des cercles emboîtés les uns dans les autres. Au centre, nous voyons une structure circulaire claire, c'est l'axone, numéro 6 sur le document 2. Cet axone est entouré d'une enveloppe blanche, épaisse, qui apparaît comme un anneau blanc sur la coupe. C'est la gaine de myéline, numéro 2 sur le document 2. Cette gaine de myéline est colorable en noir par l'acide osmique, ce qui prouve sa nature lipidique. En effet, la myéline est constituée principalement de lipides, et c'est cette composition qui lui donne sa couleur blanche et qui donne à la substance blanche son aspect nacré caractéristique.
Autour de la gaine de myéline, nous observons une fine membrane parsemée de noyaux. C'est la gaine de Schwann ou cellule de Schwann. Sur le document 2, nous pouvons voir le noyau de la cellule de Schwann qui apparaît comme une petite structure sombre appliquée contre la gaine de myéline. À la périphérie de la fibre, nous distinguons une dernière enveloppe très fine, c'est l'endonèvre, numéro 5 sur le document 2, une membrane de tissu conjonctif qui entoure chaque fibre nerveuse individuellement. Regardons maintenant la coupe longitudinale C du document 2. Cette coupe nous révèle une caractéristique absolument fondamentale de la structure des fibres myélinisées. La gaine de myéline n'est pas continue tout le long de l'axone. Elle présente des interruptions régulières, des étranglements où la myéline disparaît et où l'axone est à nu. Ces étranglements portent un nom, ce sont les nœuds de Ranvier, numéro 4 sur le document 2, appelés également nœuds de Ranvier sur certaines parties du schéma. Les nœuds de Ranvier se succèdent régulièrement le long de la fibre nerveuse, espacés d'environ 1 mm. Entre deux nœuds de Ranvier consécutifs, la fibre présente une région renflée appelée manchon ou segment internodal. Chaque manchon est formé d'une partie interne qui recouvre l'axone, c'est la gaine de myéline, et d'une partie externe, c'est la cellule de Schwann. Sur le document 2, nous pouvons identifier clairement l'axone 6 qui parcourt toute la longueur de la fibre, la gaine de myéline 2 qui entoure l'axone par segment, la cellule de Schwann avec son noyau, numéro indiquant noyau de la cellule de Schwann, les nœuds de Ranvier qui sont les zones d'étranglement où la myéline est absente, l'endonèvre 5 qui enveloppe le tout. Quelle est l'origine de cette gaine de myéline? C'est une question importante car la réponse diffère selon que nous sommes dans le système nerveux central ou dans le système nerveux périphérique. Dans le nerf, qui fait partie du système nerveux périphérique, la gaine de myéline n'est une dépendance de la cellule de Schwann. Voici comment elle se forme. La cellule de Schwann s'enroule en spirale autour de l'axone, comme si vous enrouliez un ruban autour d'un cylindre. À chaque tour, la membrane de la cellule de Schwann vient se superposer, créant ainsi un empilement de couches membranaires. C'est cet empilement qui constitue la gaine de myéline. Une cellule de Schwann ne recouvre qu'un segment limité de l'axone, d'où la segmentation de la gaine de myéline et l'existence des nœuds de Ranvier qui correspondent aux espaces entre deux cellules de Schwann consécutives. Par contre, dans la substance blanche des centres nerveux, cerveau, moelle épinière, la myéline provient de l'enroulement des cellules gliales, plus précisément d'un type de cellule gliale appelée oligodendrocyte, autour de l'axone. Le principe est le même, mais ce sont des cellules différentes qui produisent la myéline. Quel est le rôle de cette gaine de myéline? Elle joue un rôle absolument fondamental dans la transmission de l'influx nerveux. La myéline, de par sa composition lipidique, agit comme un isolant électrique. Elle empêche les courants ioniques de traverser la membrane de l'axone au niveau des segments myélinisés. L'influx nerveux est donc contraint de sauter de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, ce qui accélère considérablement la vitesse de conduction. On parle de conduction saltatoire. Grâce à la myéline, l'influx nerveux peut se propager à une vitesse de 100 mètres par seconde, alors que dans une fibre non myélinisée de même diamètre, la vitesse ne serait que d'1 mètre par seconde. Vous voyez l'importance de cette gaine? Certaines maladies neurologiques graves, comme la sclérose en plaques, sont dues à une destruction progressive de la gaine de myéline. Cette démyélinisation entraîne un ralentissement, voire un blocage de la conduction nerveuse, avec toutes les conséquences fonctionnelles que cela implique, troubles moteurs, sensitifs, visuels, etc. En résumé, l'observation microscopique de la substance blanche nous révèle de très nombreuses fibres nerveuses organisées en faisceaux parallèles. Ces fibres sont pour la plupart myélinisées. La structure d'une fibre myélinisée comprend un axone central, une gaine de myéline segmentée, des cellules de Schwann et une enveloppe conjonctive, l'endonèvre. La gaine de myéline présente des interruptions régulières appelées nœuds de Ranvier. Partie 2. Organisation du nerf. Nous venons de voir l'organisation microscopique de la moelle épinière. Intéressons-nous maintenant à l'organisation d'un nerf rachidien. Un nerf est-il simplement un faisceau de fibres nerveuses placées côte à côte ou existe-t-il une organisation plus complexe? Observez attentivement le document 3 qui représente une coupe transversale d'un nerf. Cette image est absolument remarquable car elle nous révèle une organisation structurale très élaborée. La première chose qui frappe lorsqu'on observe cette coupe, c'est la multitude de petites structures circulaires. Chacun de ces petits cercles représente la coupe transversale d'une fibre nerveuse. Sur le document 3, au numéro 4, on peut identifier une fibre nerveuse individuelle. Au centre de chaque cercle, nous distinguons un petit point, c'est l'axone, numéro 6 sur le document 3. Autour de l'axone, nous voyons un anneau blanc, c'est la gaine de myéline qui n'est pas visible sur ce type de préparation, mais qui occupe l'espace entre l'axone et l'endonèvre.
L'endonèvre, numéro 5 sur le document 3, est la fine membrane de tissu conjonctif qui entoure chaque fibre nerveuse individuellement. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces fibres nerveuses ne sont pas disposées au hasard dans le nerf. Elles sont regroupées en paquets ou faisceaux. Sur le document 3, nous pouvons identifier au numéro 3 ces faisceaux de fibres. Chaque faisceau regroupe plusieurs dizaines ou centaines de fibres nerveuses. Et chaque faisceau est lui-même protégé par une enveloppe conjonctive appelée périnèvre. Numéro 7 sur le document 3. Le périnèvre est une membrane plus épaisse et plus résistante que l'endonèvre. Elle forme une sorte de gaine qui entoure tout le faisceau de fibres. Cette enveloppe joue un rôle protecteur mécanique, mais elle participe aussi à la constitution d'une barrière de protection physiologique qui contrôle les échanges entre le milieu intérieur du faisceau et l'environnement extérieur. À la périphérie du nerf, tout autour de tous les faisceaux, nous observons une enveloppe externe très épaisse, résistante, fibreuse. C'est l'épinèvre, numéro 2 sur le document 3. L'épinèvre enveloppe le nerf dans son ensemble. C'est une membrane de tissu conjonctif dense qui protège mécaniquement le nerf contre les étirements, les compressions, les frottements. L'épinèvre contient aussi des vaisseaux sanguins, numéro 1 sur le document 3, identifié comme vaisseaux sanguins, qui assurent la vascularisation du nerf. Ces vaisseaux apportent l'oxygène et les nutriments indispensables au fonctionnement des fibres nerveuses. Un nerf est donc beaucoup plus qu'un simple amas de fibres nerveuses. C'est une structure hautement organisée selon un plan architectural précis. Nous pouvons résumer cette organisation en 3 niveaux hiérarchiques. Premier niveau, la fibre nerveuse individuelle, constituée d'un axone entouré de sa gaine de myéline et de sa cellule de Schwann, le tout enveloppé dans l'endonèvre. Deuxième niveau, le faisceau de fibres, qui regroupe plusieurs fibres nerveuses entourées par une enveloppe commune, le périnèvre. Troisième niveau, le nerf lui-même, qui rassemble plusieurs faisceaux de fibres enveloppés dans une gaine externe résistante, l'épinèvre, et vascularisée par des vaisseaux sanguins. Cette organisation en plusieurs niveaux d'enveloppe protectrice assure au nerf une résistance mécanique remarquable. Un nerf peut supporter des étirements importants sans que les fibres nerveuses qu'il contienne ne soient lésées. Les enveloppes conjonctives glissent les unes par rapport aux autres, absorbant les contraintes mécaniques et préservant l'intégrité des axones. Un nerf rachidien peut contenir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fibres nerveuses. Chaque fibre a sa propre origine dans la moelle épinière ou dans un ganglion spinal, et chaque fibre a sa propre destination dans les tissus périphériques. Certaines fibres sont motrices et vont vers les muscles, d'autres sont sensitives et viennent de la peau ou des organes sensoriels, d'autres encore sont autonomes et innervent les glandes ou les muscles lisses. Toutes ces fibres coexistent dans le même nerf, organisées en faisceaux selon leur destination commune. En résumé, un nerf présente une organisation structurale complexe. Il est constitué d'une multitude de fibres nerveuses myélinisées. Ces fibres sont regroupées en faisceaux. 3 niveaux d'enveloppe conjonctive assurent la protection. L'endonèvre autour de chaque fibre, le périnèvre autour de chaque faisceau, l'épinèvre autour du nerf entier. Des vaisseaux sanguins assurent la vascularisation de l'ensemble. 3.1 Expérience de Waller. A. Protocole et résultats. Regardez attentivement le document 4 qui illustre l'expérience de Waller. Le protocole expérimental est relativement simple. Waller a prélevé un nerf rachidien chez un animal de laboratoire. Il a ensuite sectionné ce nerf en un point situé à distance de la moelle épinière, créant ainsi 2 portions de nerf. Un bout central, du côté de la moelle épinière, et un bout périphérique, du côté opposé à la moelle épinière. Après avoir effectué cette section, visible sur le document 4 avec l'indication « section », Waller a observé l'évolution des 2 bouts de nerf au cours du temps. Les résultats de cette expérience sont absolument remarquables et nous permettent de comprendre la nature des fibres nerveuses. Au bout de 3 jours après la section, Waller constate que le bout périphérique de chaque axone, c'est-à-dire la portion éloignée de la moelle épinière, se désorganise et dégénère progressivement. Sur le document 4, la partie inférieure, identifiée bout périphérique, montre clairement cette dégénérescence. Les axones se fragmentent, la gaine de myéline se désagrège, visible avec l'indication dégénérescence de la myéline, les structures cellulaires se désorganisent complètement. C'est ce que nous appelons la dégénérescence wallérienne. Ce phénomène de dégénérescence est irréversible, le bout périphérique ne peut pas survivre. Par contre, observation tout aussi importante, le bout central, identifié bout central sur le document 4, reste intact.
Mieux encore, il a tendance à se régénérer, visible avec l'indication « régénération du bout central ». Le bout central conserve sa structure normale et l'axone commence même à produire de nouveaux prolongements qui tentent de reconstituer la portion perdue. Cette observation est absolument fondamentale. Elle nous indique qu'il existe une différence majeure entre le bout central et le bout périphérique de l'axone sectionné. Le bout central survit et peut se régénérer, tandis que le bout périphérique dégénère inéluctablement. B. Interprétation. Comment interpréter ces résultats? Pour cela, nous devons faire appel à une expérience classique de biologie cellulaire, l'expérience de mérotomie. La mérotomie consiste à sectionner une cellule en deux parties, une partie contenant le noyau, partie nucléée, et une partie sans noyau, partie anucléée. Que se passe-t-il? Invariablement, la partie anucléée, dépourvue de noyau, se désorganise et meurt au bout de quelques jours. Elle ne peut pas survivre car elle ne peut plus synthétiser les protéines nécessaires à son maintien et à son fonctionnement. Par contre, la partie nucléée qui possède le noyau survit et peut même se reconstituer. L'expérience de Waller sur la section d'un nerf rappelle étrangement cette expérience de mérotomie. Le parallèle est frappant. Le bout périphérique qui dégénère correspondrait à une partie anucléée. Le bout central qui survit correspondrait à une partie nucléée. Cette analogie nous conduit à une conclusion importante. L'expérience de section du nerf prouve que les fibres nerveuses possèdent chacune un noyau qui les maintient en vie et ce noyau est situé du côté de la moelle épinière, c'est-à-dire dans le bout central. C. Hypothèse. Mais où se trouve exactement ce noyau dans le bout central? Souvenez-vous de ce que nous avons observé dans la substance grise de la moelle épinière au microscope. Nous avons vu des corps cellulaires possédant un noyau volumineux et émettant des prolongements, dont un prolongement unique et long appelé axone. Nous pouvons donc formuler l'hypothèse suivante. Il s'agirait des noyaux des corps cellulaires de la substance grise. Autrement dit, chaque fibre nerveuse serait en réalité le prolongement d'un corps cellulaire situé dans la substance grise de la moelle épinière. D. Vérification de l'hypothèse. Comment vérifier cette hypothèse? Nous devons réaliser une expérience complémentaire. Si notre hypothèse est correcte, alors la destruction des corps cellulaires de la substance grise devrait entraîner la dégénérescence des fibres nerveuses correspondantes. Et c'est précisément ce que l'on constate expérimentalement. Lorsqu'on détruit sélectivement les noyaux des corps cellulaires de la substance grise dans une région donnée de la moelle épinière, on observe une dégénérescence de toutes les fibres nerveuses qui émergent de cette région. Les fibres dégénèrent exactement de la même manière que le bout périphérique dans l'expérience de Waller. Un exemple clinique dramatique illustre parfaitement ce phénomène, la poliomyélite. Le virus de la poliomyélite s'attaque spécifiquement aux corps cellulaires des motoneurones situés dans les cornes antérieures de la moelle épinière. Il détruit ces corps cellulaires. Que se passe-t-il alors? Les axones de ces motoneurones, privés de leur noyau, dégénèrent complètement. Les muscles qui étaient innervés par ces axones ne reçoivent plus d'un flux nerveux moteur. Il en résulte une paralysie irréversible des muscles correspondants. C'est pourquoi la poliomyélite peut entraîner des paralysies définitives. Les neurones moteurs détruits ne peuvent pas se régénérer. Une autre observation vient conforter notre hypothèse. Regardez le document 5 qui montre une culture de tissu embryonnaire. Lorsqu'on cultive des cellules nerveuses embryonnaires dans une boîte de pétri en laboratoire, on peut observer directement leur différenciation. On constate que les cellules nerveuses émettent progressivement des prolongements qui s'allongent au fil des jours. Ces prolongements se développent à partir du corps cellulaire. Sur le document 5, nous voyons clairement l'évolution d'une cellule nerveuse au cours de sa différenciation. Au début, nous avons simplement deux cellules arrondies. Puis, progressivement, ces cellules émettent des prolongements. Sur la partie droite du document 5, nous distinguons une cellule avec ses dendrites numéro 3 et son axone numéro 2. Le noyau, numéro 4, reste bien visible au centre du corps cellulaire. Cette observation directe en culture nous prouve sans ambiguïté que les prolongements nerveux, dont l'axone, sont des extensions du corps cellulaire. Ils ne sont pas des structures indépendantes qui viendraient se connecter secondairement à la cellule. Non, ils naissent du corps cellulaire et en font partie intégrante. Cette expérience de culture est particulièrement éloquente car elle nous montre la formation des prolongements en temps réel. Les biologistes peuvent filmer ce processus et observer comment l'axone s'allonge progressivement, guidé par son côle de croissance qui explore l'environnement à la recherche de signaux chimiques qui l'orientent vers sa destination finale. Conclusion. L'ensemble de ces observations et expériences nous conduit à une conclusion majeure, absolument fondamentale pour la compréhension du système nerveux. L'axone de la fibre nerveuse est donc le prolongement du corps cellulaire.
Le corps cellulaire contenu dans la substance grise, la fibre nerveuse contenue dans la substance blanche et dans le nerf appartiennent à un seul et même élément, la cellule nerveuse ou neurone. Cette conclusion est révolutionnaire car elle établit l'unité structurale du tissu nerveux. Pendant longtemps, les anatomistes se demandaient si les fibres nerveuses étaient des structures indépendantes ou si elles étaient liées au corps cellulaire. L'expérience de Waller a tranché définitivement cette question. Une fibre nerveuse ne peut pas exister sans son corps cellulaire. Les deux constituent une seule et même cellule. Le neurone est donc une cellule comme toute autre cellule animale. Il possède un noyau, des mitochondries, un appareil de Golgi, des ribosomes, toutes les structures classiques d'une cellule eucaryote. Mais il est morphologiquement caractérisé par des prolongements cytoplasmiques, l'axone et les dendrites. Ces prolongements font du neurone une cellule aux dimensions extraordinaires. Pensez-y, le corps cellulaire peut mesurer quelques dizaines de micromètres, tandis que l'axone peut s'étendre sur plus d'1 mètre. C'est comme si une cellule de la taille d'une balle de tennis émettait un prolongement de plusieurs kilomètres de long. Cette disproportion entre le corps cellulaire et ses prolongements est unique dans le monde vivant. Résumons la structure complète d'un neurone en nous référant au document 6, qui présente une cellule nerveuse complète avec tous ses composants. Le soma, ou corps cellulaire, constitue la partie centrale du neurone. Il contient le noyau, avec son nucléole bien visible, et dans le cytoplasme se trouvent tous les organites nécessaires au métabolisme cellulaire. Sur le document 6, nous pouvons identifier plusieurs structures importantes du soma. Les mitochondries qui assurent la production d'énergie, le corps de Nissl, ergastoplasme, qui assure la synthèse protéique intense nécessaire aux neurones, le réseau de Golgi qui participe à la maturation et au tri des protéines, le noyau avec son nucléole, le cytoplasme. Les dendrites partent du corps cellulaire en se ramifiant abondamment. Sur le document 6, nous voyons clairement les dendrites qui se divisent comme les branches d'un arbre. Ce sont les prolongements récepteurs du neurone. Leur surface est hérissée d'épines dendritiques qui augmentent considérablement la surface de réception des messages nerveux. Un seul neurone peut posséder des milliers d'épines dendritiques, ce qui lui permet de recevoir des informations de milliers d'autres neurones simultanément. L'axone naît du corps cellulaire au niveau du cône d'émergence. Sur le document 6, nous suivons l'axone sur toute sa longueur, depuis son origine jusqu'à ses terminaisons. L'axone présente plusieurs régions bien distinctes. Le segment initial, juste après le cône d'émergence, ne possède pas de gaine de myéline. Vient ensuite la portion myélinisée de l'axone. Sur le document 6, nous voyons clairement la gaine de myéline numéro 11 qui entoure l'axone par segments successifs. Cette gaine apparaît en couleur jaune sur le schéma. Entre les segments myélinisés, nous distinguons les étranglements de Ranvier numéro 14. Le long de l'axone myélinisé, nous observons les cellules de Schwann numéro 12 et 13. Chaque cellule de Schwann recouvre un segment de l'axone. Sur le document 6, nous pouvons voir la gaine de Schwann 12 et les noyaux de la gaine de Schwann 13 qui apparaissent comme de petites structures sombres le long de l'axone. À l'extrémité de l'axone, nous observons l'arborisation terminale. L'axone se divise en de multiples ramifications qui se terminent chacune par un renflement appelé bouton synaptique ou terminaison axonale. Sur le document 6 de gauche, l'arborisation terminale est particulièrement bien visible. L'axone se termine au contact d'une structure effectrice. Sur le document 6, nous voyons que l'axone se termine au niveau de la membrane de la fibre musculaire, numéro 16, formant ce que nous appelons une jonction neuromusculaire ou plaque motrice. C'est à ce niveau que l'influx nerveux se transmet du neurone au muscle, déclenchant la contraction musculaire. Sur le document 6 de droite, nous avons une représentation tridimensionnelle qui nous permet de mieux visualiser comment l'axone s'insère dans la fibre musculaire. Le prolongement cytoplasmique de l'axone pénètre dans une dépression de la membrane musculaire. La gaine de myéline s'arrête avant la terminaison, nous voyons axe de l'axone et gaine de myéline clairement séparées. La gaine conjonctive qui entoure l'axone, numéro 15, gaine conjonctive, se poursuit jusqu'à la terminaison mais ne pénètre pas dans la fibre musculaire. Le document 6 nous montre donc un neurone moteur complet depuis ses dendrites réceptrices jusqu'à sa terminaison sur le muscle effecteur. Ce type de neurone, qui conduit les ordres moteurs depuis la moelle épinière jusqu'au muscle squelettique, est appelé motoneurone. Ce sont ces neurones qui sont détruits dans la poliomyélite entraînant des paralysies. 3.2 Différents types de neurones. Tous les neurones possèdent un corps cellulaire, des dendrites et un axone. Mais selon le nombre et la disposition de ces prolongements cytoplasmiques, nous pouvons distinguer plusieurs types morphologiques de neurones. Observez attentivement le document 7 qui présente les différents types de neurones. Les neurones multipolaires sont représentés à gauche du document 7.
Il constitue le type le plus courant dans le système nerveux des mammifères. Un neurone multipolaire possède un axone unique et de nombreuses dendrites qui partent dans toutes les directions depuis le corps cellulaire. Le corps cellulaire a une forme étoilée ou polygonale en raison des multiples dendrites qui en émergent. Sur le document 7, nous voyons deux types de neurones multipolaires. La cellule multipolaire de la corne antérieure de la moelle épinière, c'est précisément le type de neurone que nous avons observé dans la substance grise au début de notre cours. Ce sont des motoneurones volumineux qui commandent la contraction des muscles squelettiques. Leurs nombreuses dendrites leur permettent de recevoir des informations de multiples sources. Du cerveau, d'autres régions de la moelle épinière, des neurones sensitifs. Leur axone est très long car il doit atteindre les muscles, parfois situés à plus d'1 mètre du corps cellulaire. La cellule pyramidale du cortex cérébral. Ces neurones sont également multipolaires et constituent les principaux neurones du cortex cérébral. Leur corps cellulaire a une forme pyramidale caractéristique. Il possède une dendrite principale, appelée dendrite apicale, qui monte vers la surface du cortex, et plusieurs dendrites basales qui partent de la base du corps cellulaire. Les neurones bipolaires sont représentés au centre du document 7. Un neurone bipolaire n'émet que deux prolongements, un axone et une seule dendrite située aux deux poules opposées du corps cellulaire. Le corps cellulaire a donc une forme allongée, fusiforme. Sur le document 7, nous voyons que ce type de neurone se trouve dans des structures sensorielles spécialisées. Les cellules bipolaires de la rétine qui participent au traitement de l'information visuelle. Dans la rétine, ces neurones font le relais entre les photorécepteurs, cônes et bâtonnets, et les cellules ganglionnaires dont les axones forment le nerf optique. Les cellules bipolaires du cervelet qui participent aux circuits nerveux impliqués dans le contrôle de la motricité et de l'équilibre. Les neurones unipolaires sont représentés à droite du document 7. Ces neurones présentent une morphologie tout à fait particulière. Ils paraissent n'avoir qu'un seul prolongement qui émerge du corps cellulaire. Mais en réalité, ce prolongement unique se divise très rapidement en deux branches. Une branche périphérique qui fonctionne comme une dendrite et qui va vers les récepteurs sensoriels, et une branche centrale qui fonctionne comme un axone et qui se dirige vers le système nerveux central. Sur le document 7, nous voyons une cellule en T, également appelée cellule du ganglion spinal. C'est le type de neurone que nous trouvons dans les ganglions spinaux des nerfs rachidiens, ces renflements situés sur les racines postérieures que nous avons observés dans notre étude de la moelle épinière. Ces neurones sont les neurones sensitifs primaires, leurs branches périphériques captent les informations sensorielles dans la peau, les muscles, les articulations, et leur branche centrale transmet ces informations à la moelle épinière. La forme en T de ces neurones est particulièrement adaptée à leur fonction. L'influx nerveux qui naît au niveau des récepteurs sensoriels périphériques n'a pas besoin de passer par le corps cellulaire pour atteindre la moelle épinière. Il voyage directement de la branche périphérique à la branche centrale en contournant le corps cellulaire. Cela accélère la transmission de l'information sensorielle. Le corps cellulaire, situé à l'écart du trajet de l'influx, joue son rôle métabolique en assurant la synthèse des protéines nécessaires au maintien des deux branches. Cette diversité morphologique des neurones reflète la diversité fonctionnelle du système nerveux. Chaque type de neurone est adapté à une fonction particulière. Les neurones multipolaires, avec leurs nombreuses dendrites, peuvent intégrer simultanément de multiples informations. Les neurones bipolaires, avec leur structure simple, sont adaptés au traitement séquentiel de l'information dans les voies sensorielles. Les neurones unipolaires, avec leur configuration en T, sont optimisés pour la transmission rapide des informations sensorielles. Conclusion générale. Le tissu nerveux présente une organisation structurale complexe et hautement spécialisée. Nous avons découvert qu'il est constitué de deux grands types de cellules. Les neurones, qui assurent la transmission et le traitement de l'information nerveuse, et les cellules gliales, qui assurent le soutien, la nutrition et la protection des neurones. L'observation microscopique nous a révélé que la substance grise des centres nerveux contient principalement les corps cellulaires des neurones avec leurs dendrites, formant un réseau dense de connexions. C'est dans la substance grise que se déroulent les principales opérations de traitement de l'information nerveuse, notamment les réflexes médulaires. La substance blanche, quant à elle, contient principalement les axones des neurones, organisés en faisceaux parallèles. Ces axones sont pour la plupart entourés d'une gaine de myéline qui accélère considérablement la vitesse de conduction de l'influx nerveux. La structure segmentée de la myéline, avec ses nœuds de Ranvier régulièrement espacés, permet une conduction saltatoire de l'influx nerveux.
Les nerfs présentent une organisation structurale élaborée avec 3 niveaux d'enveloppe protectrice. L'endonèvre, qui entoure chaque fibre nerveuse individuellement, le périnèvre, qui enveloppe chaque faisceau de fibres, et l'épinèvre, qui protège le nerf dans son ensemble. Cette organisation assure au nerf une grande résistance mécanique. L'expérience de Waller nous a permis d'établir la notion fondamentale de neurone. Le corps cellulaire et ses prolongements, y compris l'axone, qui peut s'étendre sur de très longues distances, constituent une seule et même cellule. Cette découverte a révolutionné notre compréhension du système nerveux en établissant que le neurone est l'unité structurale et fonctionnelle du tissu nerveux. Nous avons vu qu'il existe différents types morphologiques de neurones, multipolaires, bipolaires, unipolaires, chacun adapté à des fonctions spécifiques dans le système nerveux. Malgré leur diversité, tous les neurones partagent des caractéristiques communes. Ils ne se divisent pas, ils sont très exigeants en oxygène et en glucose, et ils sont particulièrement sensibles aux substances toxiques. La compréhension de l'organisation du tissu nerveux est essentielle pour appréhender le fonctionnement du système nerveux dans son ensemble. C'est cette organisation cellulaire et tissulaire qui permet la transmission rapide et précise des informations nerveuses, la coordination de toutes les fonctions de l'organisme et l'émergence des fonctions supérieures, comme la perception, la motricité volontaire, la mémoire et la pensée. Dans les prochains cours, nous étudierons comment les neurones communiquent entre eux au niveau des synapses, comment se propage l'influx nerveux le long des axones et comment s'organisent les circuits nerveux pour produire des comportements complexes. Mais tout ce que nous apprendrons reposera sur cette base fondamentale, l'organisation du tissu nerveux que nous venons d'étudier aujourd'hui. Prenez soin de bien réviser ce cours car il constitue le socle indispensable pour comprendre toute la neurophysiologie qui va suivre.